Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, c'est lundi. C'est le lundi de notre dernière semaine de la saison. Après, l'équipe d'été va vous accompagner tous les après-midi. Merci d'être là, Olivier Guillet. Merci à toute l'équipe. Cette semaine, c'est Hugo qui est avec nous et qui va répondre au téléphone. Il va répondre, c'est à Hugo, que vous allez parler quand vous voudrez nous parler en direct. On en profite d'ailleurs, Olivier, pour donner les numéros pour nous joindre à nos auditeurs. Vous les connaissez, mais on vous les redonne quand même. Toujours. Un bon début de semaine, tout le monde. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Aujourd'hui, c'est Hugo parce que notre chère Florence se fait bronzer la couenne en Californie, présentement. Je sais pas si ça se fait bronzer, mais en tout cas, à voix du paysage. Il doit faire beau quand même. Oui, il fait très beau. T'es chaud. La plage. On va parler d'entrée de jeu. Je voulais vous lancer sur un excellent dossier de ma collègue Héloïse Archambault du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Vous avez sans doute lu ça en fin de semaine. J'en ai parlé également ce matin dans ma chronique à l'émission de mon collègue Mario Dumont puis à LCN, parce que ça m'a vraiment un peu choqué, je vous avoue, puis troublé de voir que on vient de dépasser le cap du milliard de dollars en coût de médicaments pour lutter contre le cancer. C'est 1 milliard, c'est presque 1,2 milliard les dépenses brutes pour la médication contre le cancer. Ça a augmenté vraiment. Il y a 10 ans, on était à 232 millions. C'est presque 1 milliard de plus qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Sincèrement, c'est d'une inquiétude incroyable. En même temps, il y a une bonne nouvelle pareil là-dedans, c'est qu'au même moment où les coûts augmentent, on se rend compte toutefois qu'il y a des molécules qui sauvent la vie de nombreux Québécois. Et ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Aujourd'hui, avoir un diagnostic de cancer, ça veut pas forcément dire qu'on va mourir. Et on est bien content de savoir ça. Le bas blesse avec là où ça fait mal, comme on dirait, c'est que les pharmaceutiques semblent vouloir pousser la recherche, qui est très bien, mais ils nous la font payer aussi à grands coups. Je pense que c'est inquiétant et il y a effectivement des gens qui aujourd'hui ont droit à des traitements fabuleux. Mais pour combien de temps? Parce que c'est ça la question qu'on doit se poser. Il y a à peu près une dizaine de médicaments là, parmi les plus chers, là, qui sont à peu près toujours un peu les mêmes aussi, qui sont prescrits. Beaucoup quand même de choses intéressantes. Puis je vais vous entendre là-dessus parce qu'on va vous demander si vous avez, vous, des médicaments, puis pas que pour le cancer, parce que le cancer, c'est notre sujet, parce qu'on parlait dans ce dossier-là en fin de semaine de l'accès au traitement oncologique. Mais on peut le voir, là, le prix des médicaments augmente. De plus en plus, si vous n'avez pas d'assurance privée, c'est le gouvernement a réduit aussi sa liste. Santé Québec ne paye pas pour tous les médicaments. Il y a des médicaments qui ont été sortis de la liste remboursée. Idem pour les compagnies d'assurance. Souvent, la logique, là, c'est que la compagnie d'assurance, si vous en avez une compagnie privée, ils vont regarder ce que Santé Québec paye, ce que la RAMQ paye, là, en fait. Puis ils vont normalement suivre ça. Mais, et des fois, ils vont même s'ostiner un peu avec vous parce que de plus en plus, je suis bien placée pour le savoir parce que je pourrais vous le raconter longuement. J'ai dû me battre, moi, pour avoir un médicament contre un préventif pour la migraine, puis ça a pris des mois, je vous jure, et puis je peux être convaincante quand même un peu, mais il a fallu que je change de compagnie d'assurance. Alors, c'est pas rien. Souvent, là, c'est une montagne énorme à escalader, puis moi, c'était en préventif de migraine, mais quand t'es un patient qui s'est fait dire par son oncologue qu'il vous reste 3 mois à vivre, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Alors, on rappelle nos numéros pour nous joindre, raconter votre histoire si vous en avez une. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On va tout de suite parler, ils sont là, Patrick Duplessis, Hugo. Non, c'est pas tout de suite, c'est après. Je voulais commencer par les témoignages, mais je pense qu'il y a le docteur Blais qui est avec nous à l'instant. Docteur Normand Blais est hématologue et oncologue. Il est président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. On aime bien lui parler. Bonjour, docteur Blais. Bonjour, Mme Maréchal. Vous avez vu ce reportage, vous aussi, en fin de semaine. Vous êtes en ce moment, je pense, à la conférence annuelle à Chicago, c'est bien ça?
C'est exactement ça. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit derrière moi. Il y a aucun problème. Plus de 35 000 personnes au moins qui partagent cette conférence. Merci de prendre le temps de pendant votre congrès pour nous parler. 35 000 personnes qui sont réunies, qui traitent le cancer à travers le monde, qui profitent de l'occasion pour échanger leur savoir. Quand vous voyez qu'on a dépassé largement la barre du milliard de dollars en dépenses brutes là, pour des médicaments contre le cancer au Québec, quelle a été votre réaction quand vous avez vu ça, Dr. Blais? Ça fait longtemps que je parle du problème, puis quand je parle dans mon milieu plus restreint, c'est toujours une préoccupation que j'ai parce que en même temps, comme vous l'avez dit, là, votre introduction était parfaite. On voit les résultats de nos patients qui vivent bien, en bonne santé, avec des médicaments qui permettent aux gens d'avoir une bonne qualité de vie. Alors, c'est sûr que comme médecin, on ne va pas s'empêcher de parler de ces médicaments-là à nos patients. On veut qu'ils puissent en profiter, puis certains en voudront pas parce qu'ils auront leur raison, mais la majorité des gens veulent profiter de ces avancées-là, c'est certain. Et puis là, on se bat contre un système qui est malheureusement un peu capitaliste à ce niveau-là, puis on doit vivre dans la réalité que ces médicaments-là ont des coûts, puis on pourra discuter de pourquoi que les coûts sont si élevés, mais la réalité, c'est qu'ils le sont, là, pour la plupart. Parlons-en tout de suite. Pourquoi sont-ils si élevés? Je disais, en 10 ans, là, les chiffres 2016-2017, on était à 232 millions. C'est des chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est vraiment là, le chiffre qu'on a eu, là, qu'Éloïse Archambault a reçu. Et aujourd'hui, 2024-2025, c'est même pas aujourd'hui, c'est sans doute plus en 2026, mais en 2024-2025, on était à 1 milliard 165 millions. Donc, c'est presque 10 fois plus. Là. C'est une inflammation importante des coûts. Oui, depuis 10 ans, la quantité de médicaments qui change. J'ai presque 60 ans. Là, quand j'ai commencé ma carrière, ça prenait 3 ans pour qu'il y ait un nouveau médicament qui vienne sur le marché. Ouais. On voyait pas des développements à tous les jours. Maintenant, je vais à quelques congrès par année, puis à chaque fois, c'est 10 nouveaux médicaments, 15 nouveaux médicaments. C'est pas des médicaments qui ont un effet mineur, c'est des médicaments qui ont des effets majeurs sur la maladie. Alors, c'est vraiment excitant, c'est vraiment un air que on a l'impression que le cancer, on est en train de transformer la phase du cancer avec les médicaments qu'ils ont, mais les compagnies qui les développent, moi je dirais qu'il y a à peu près un médicament sur 30 qui finit par être approuvé, là, puis c'est probablement encore moins que ça. Donc, l'investissement que ça prend pour que ces médicaments-là arrivent au bout de l'indication, c'est énorme. Alors, à quelque part, les compagnies, ils font ça pour l'intérêt éventuel de leur vente. Alors, il y a un prix de marché qui est établi en fonction de la capacité du payeur à payer. Ça, c'est la bonne façon de faire ça au niveau économique. Mais au niveau politique, il faut dire que, pour revenir à l'article qui a été publié cette fin de semaine, le prix qu'on verrait, là, si vous rentrez sur de l'intelligence artificielle ou un moteur de recherche, vous allez voir le prix du médicament, mais c'est pas ce que le gouvernement paye. Le gouvernement est bien conscient du prix des médicaments, est bien conscient de la valeur des médicaments, puis de la valeur relative par rapport aux autres provinces, puis par rapport surtout à notre voisin aux États-Unis. C'est un marché compétitif, là, donc ils ont un moyen de négocier le prix des médicaments. Je vous réfère à un document de l'INES qui a été publié au début de l'année. Puis on dit à peu près, grosso modo, là, que le Québec finit par négocier le prix des médicaments à peu près au quart du prix de liste. Donc, c'est encore cher. Ça amène encore le budget que vous avez cité, mais ça fait quand même en sorte qu'on a des prix de médicaments qui sont moins cher même qu'aux États-Unis, par exemple. Ça pourrait être vraiment pire, ça que vous nous dites. On devrait être cher. Donc, 1 milliard 200 millions, là, c'est... Ouais. Je reviens pas sur la notion que c'est cher, puis on est conscient de ça. Ouais. Il y a un organisme au Québec qui s'appelle l'INES, l'Institut national d'excellence en santé. Eux évaluent pour nous les médicaments, évaluent la justesse sur le plan scientifique, puis évaluent aussi la justesse sur le plan pharmaco-économique. Alors, c'est un peu chien de garde pour dire, il y a des médicaments qui sont peut-être pas si mal, mais pour le prix que ça coûte, là, vraiment, comme société, on n'a pas les moyens de se payer ça. Puis, quelque part, moi, je participe à ces travaux-là comme expert.
Puis, moi, je donne l'aspect médical pour dire, moi, je pense que pour mes patients, c'est une avancée, puis pour telle ou telle raison. Puis après, eux arrivent avec le ministère ou Santé Québec pour dire, après considération, on va payer ou pas payer le médicament en question. Oui. En même temps, quand on regarde la liste des 10 médicaments d'oncologie les plus chers qu'on a répertoriés, c'est presque la moitié de la facture totale des médicaments là, pour tout le Québec. C'est comme si un médicament sur deux, c'est 46%. Là. Bon, alors j'arrondis, là, 1 sur 2, on va dire. Ce sont les pharmaciens d'hôpitaux qui ont recensé ces médicaments-là. Puis ils s'inquiètent aujourd'hui. Là. Il y a même le chef de la pharmacie au CHU de Québec, vous avez vu ça, Martin Davo, qui disait « Il va falloir que ça arrête. On est dans un contexte de ressources limitées. » Je le cite. « On ne pourra plus s'offrir ces traitements-là si les compagnies pharmaceutiques ne collaborent pas mieux, là, si elles font pas plus leur part. » Docteur Blais, on s'en va dans le mur. Là on est à... en 10 ans, on a augmenté d'1 milliard. Vous dites déjà, on paye juste 25% du prix, finalement. Ça pourrait être vraiment pire. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, on aura pris quoi? C'est-tu exponentiel? Il y en aura d'autres. Il y a des pays qui acceptent des nouveaux médicaments basés sur une facture nulle. Donc, le médicament doit sauver de l'argent ailleurs pour que le gouvernement l'accepte. Mais ça, c'est des pays où l'accès aux médicaments est beaucoup moins. Attendez, comment vous expliquez ça? Je suis pas sûre d'avoir compris. Vous dites dans certains pays? Il y a des pays qui acceptent des nouveaux médicaments si c'est à valeur nulle. Donc, le médicament doit sauver autre chose à quelque part. Donc, si on a un médicament qui coûte tant, ça prend moins d'opérations, moins de scans, moins d'autres examens qui coûtent de l'argent aussi. Donc, on doit démontrer que le médicament ne va pas coûter plus cher au système. Mais vous comprendrez qu'à cette condition-là, il va y avoir beaucoup moins de médicaments disponibles pour nos patients. Donc, c'est un choix de société qu'on fait. Exact. Puis c'est là qu'on est rendu, là, parce que ici, en fin de semaine, la grosse nouvelle, c'est que le cancer du pancréas, c'est un des cancers les plus terribles où l'espérance de vie est moins d'1 an. Oui. On a sorti un médicament qui double l'espérance de vie au moins des patients. Donc, on passe d'une maladie qui avant était certainement en bas d'1 an, une maladie où on peut espérer vivre peut-être 2 ans et plus. Ben, j'ai vu ça, exactement. C'est un médicament. Il guérit pas le cancer, mais c'est vraiment un très grand pas en avant, apparemment. Attendez de voir le prix. Combien? Non, mais je sais pas. Vous savez pas. Ça n'a pas encore été... C'est un médicament qui change tellement le profil de cette maladie-là que la valeur du médicament au terme financier est énorme. Donc, eux, c'est sûr qu'ils vont arriver avec un prix qui est au-delà de beaucoup d'autres médicaments qu'on a déjà. Donc là, la question, c'est que est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? Ça revient toujours à ça. Exact. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'éventuellement, on va frapper un mur? Est-ce qu'on n'aura plus les moyens? On frappe un mur. Déjà? Vous voyez, les chiffres, là, on frappe un mur. On a toujours un souci, puis nos politiciens ils sont pris avec ça parce que c'est le ministre de la Santé, ultimement, qui a la dernière responsabilité d'approuver les médicaments. Puis lui, il est pris à dire, moi, je peux offrir aux Québécois le meilleur système de santé qui est possible. Puis d'un autre côté, il y a le ministre du Trésor qui dit, là, fais attention comment tu dépenses mon argent. Exact. Donc, c'est très délicat. Puis on est rendu là. On est rendu vraiment à des moments où on doit décider comment on investit notre argent parce que si on dépense plus pour les médicaments, on dépense moins pour rénover les salles d'urgence, on dépense moins pour les salles d'opération, puis il faut couper ailleurs. Puis là, maintenant, on coupe, là. Donc, est-ce qu'on coupe plus encore pour avoir des nouveaux médicaments ou est-ce qu'on choisit de favoriser les médicaments? C'est un débat que moi, je peux pas faire comme médecin, mais comme quelqu'un qui comprend bien les enjeux, c'est sûr que je peux y participer. Parce que la population vieillit, donc... Ici, à Chicago, il y a quelqu'un hier qui nous parlait de l'évolution du cancer avec l'amélioration des gains avec tous les médicaments qui existent. Puis on s'attend que dans les 10 prochaines années, les besoins de traitement pour le cancer vont tripler. 300% de plus. Parce que les gens vont vivre plus longtemps, avec leur maladie, vont vivre bien, ils vont pouvoir avoir des soins, mais ça veut dire qu'il va falloir tripler le nombre de médecins, d'infirmières, de pharmaciens, de tout le monde qui soigne ces patients-là, parce que c'est pas parce qu'on a une pilule que les gens viennent plus à l'hôpital. Ils ont besoin de nos soins. Qu'est-ce qu'on va faire, Dr. Blais?
C'est ce que je m'apprête à réfléchir dans les prochains mois. Je pense qu'il va falloir travailler avec nos partenaires pour essayer de trouver des solutions innovatrices, qu'on dira. Utiliser des moyens comme l'intelligence artificielle, utiliser des façons de travailler qui vont faire en sorte que les médecins vont pouvoir, entre autres, avoir une plus grande utilisation de leur expertise pour des choses qui sont pertinentes, puis peut-être laisser certaines choses qu'on peut faire autrement. Mais il faut trouver des moyens. Parce que dans une partie de ces coûts-là, il y a des débuts de solutions, vous dites, là, vous en avez nommé quelques-uns, l'intelligence artificielle, les économies d'échelle. Mais ça n'empêche pas que le prix des médicaments va continuer d'augmenter, à moins que parmi les partenaires, vous incluez le Big Pharma, c'est-à-dire les grandes compagnies pharmaceutiques. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est sûr que ça, c'est comme les pétrolières. Hein. Pour moi, les pétrolières, les compagnies d'assurance, les grandes épiceries, les pharmaceutiques, on dirait que tous ces grands lobbies-là qui nous vendent des produits nécessaires à notre vie, là, que ça soit de l'énergie pour faire rouler nos voitures, que ça soit des aliments pour faire rouler, pour qu'on vive finalement, pour qu'on puisse se nourrir, ou que ça soit donc ces médicaments pour notre santé. De plus en plus, ça coûte cher. Il y a une inflation galopante partout, incluant sur le prix des médicaments. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les inclure dans cette discussion-là? Parce que la tentation de ces groupes-là, puis c'est correct, là, on est tous capitalistes ou à peu près, puis on est dans une économie de marché, puis on comprend que... Puis si on n'est pas capitaliste, on comprend que c'est comme ça que ça marche, là, l'économie de marché. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait contre l'enflure? Comment est-ce qu'on peut essayer de dire à tout le monde, est-ce qu'on peut être un peu moins gourmand pour être capable de sauver le plus grand nombre de gens, là? Parce que sinon, ça va devenir comme aux États-Unis. As-tu les moyens de te payer ton médicament? Es-tu assez riche? Puis les pauvres, ils vont mourir. Vous voyez qu'aux États-Unis, ils sont déjà dans un processus d'essayer de réduire le coût des médicaments. Donc, eux aussi, là, commencent à trouver que c'est plus soutenable. Donc, quand les États-Unis vont éternuer, quand l'Europe et le Canada vont dire non, on paye plus parce qu'on n'a juste plus les moyens, ben il va falloir que le marché change. Là, c'est comme ça que l'offre et la demande va s'établir. Mais pour l'instant, on dit oui. Là, donc, le marché reste sur la même piste, mais éventuellement, ça va devoir changer. Ça, c'est clair. Ouais, parce qu'en plus, il y avait le cas de la dame là, qui, une dame d'une cinquantaine d'années qui était en forme, là, 56 ans, elle faisait des marathons, elle avait jamais fumé. On y apprend qu'elle a un cancer du poumon. Et là, son traitement lui a sauvé la vie. Ça a coûté 1 million juste pour cette Québécoise. Il y a plein d'exemples dans le journal. On va parler à des gens après. C'est ça que je vous dis. Ça, c'est le prix de liste. Ouais. Mais c'est pas ça que son assureur a payé. L'assureur a payé. Probablement autour de 20-25% de ce montant-là. OK. Ouais. 250 000, mais quand même. C'est cher quand même. Là. Ben, quand même. Je ne vais pas dire que c'est pas cher. Mais 250 000, c'est sûr qu'il a dû poser des questions pas mal, puis il a dû avoir beaucoup de formulaires, puis parce que les assurances... Ben oui, c'est sûr. C'est ça la question. Ouais. Mais est-ce qu'on va arriver au jour où on va devoir dire, bon, ben entre un patient qui a 75 ans et un patient qui a 20 ans, les deux ont le cancer, lequel on choisit? Est-ce que ça risque d'arriver dans un avenir X au Québec à devoir faire des choix de patients? Ou peut-être que ça arrive déjà? C'est pas moi qui va le faire comme médecin, mais je pense que la société va être obligée de déterminer qu'on investit dans nos routes, dans nos écoles, plutôt que dans augmenter le pronostic de 3 mois de quelqu'un qui est rendu à la fin de sa vie raisonnable. Ouais, donc... C'est pas une décision médicale que je peux prendre, mais la société va devoir établir ces limites-là. Ouais. On pourrait dire, bon, en bas de 6 mois, en bas d'1 an, ou plutôt en haut de 250 000, ou c'est le temps, la durée, ou ce que la personne peut rapporter à la société. Et c'est quelque chose comme discussion, Dr. Blais, là. C'est une grande discussion éthique, fondamentale. Moi, je vais partir un parti politique avec cette plateforme-là. Je pense pas que je vais être élu. Non, ça, c'est sûr. Le problème. Ben, complètement. Alors, c'est pas très populaire. Donc, ça va prendre quand même des gens sérieux qui amènent des discussions. Puis je pense que l'INES fait bien son travail dans ce sens-là. C'est qu'ils ont toujours le souci
aussi du bénéfice collectif. Puis, quand ils refusent des médicaments, c'est très frustrant pour les médecins de savoir qu'un médicament est refusé, mais en même temps, ça a été bien évalué, ça a été bien réfléchi. Puis nous, on était partie prenante de cette décision-là. Donc, si on n'a pas été capable de convaincre les gens qui sont très sérieux que le médicament n'a pas un bénéfice tant important que ça, puis que le prix est exorbitant, ben peut-être qu'on passe, puis on attend le prochain. Puis le médicament pour le cancer du pancréas, ben lui, on pourra le payer parce que c'est vraiment une révolution, puis pas un autre. Ouais. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste parce qu'en même temps où vous dites où il y a un peu c'est mitigé comme sentiment parce qu'en même temps on dit bon ben là moi je suis contente de voir là que on a accès aux meilleurs traitements sur la planète apparemment là s'il faut croire votre collègue là c'est docteur Jean-François Larouche qui dit ça, un hémato-oncologue au CHU de Québec. Il dit on fait partie d'une très faible proportion de la planète qui a accès à tout ça. Ils ont même pas ces médicaments là aux États-Unis, fait qu'on se dit oh wow, on chiale tout le temps quand on a un système de santé, mais visiblement quand on a le cancer, ben on peut s'en sortir au Québec mieux que si on habitait ailleurs. Ça, vous êtes d'accord avec ça? C'est juste comme... C'est 50% des gens qui n'ont pas d'assurance. Hein? Ouais. Alors, on est quand même déjà mieux que la majorité des Américains. En Europe, en Amérique du Sud, ils sont dans le même bateau que nous. Alors, ils ont des décisions difficiles à prendre. La plupart des pays n'ont pas accès aux médicaments que nous, on a accès ou à peu près la même chose. Là. Donc, on n'a pas accès à tout. Mais je pense qu'on a accès au plus important, puis vraiment aux médicaments qui valent la peine. Ça, je pense qu'en général, on est encore capable d'y avoir accès. Donc, moi, je suis quand même assez optimiste. Puis, quand on voit des résultats qui sont présentés, puis qu'on voit que la vie de nos patients sont transformés par des médicaments qui ne sont pas juste des médicaments difficiles comme la chimiothérapie d'il y a 30 ans, mais des médicaments qui sont tolérables, puis que les gens peuvent prendre, puis d'avoir une vie normale. Bien, moi, j'avais une petite larme à l'œil hier, là, quand j'ai vu les résultats de ça. Là, c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Oui, exactement. Pour vous, vous pensez jamais au prix du médicament, Dr. Blais. Vous prescrivez On voit la vie des gens qu'on soigne, puis on voit comment que ces choses-là peuvent transformer la vie du papa de cette famille-là, puis la grand-maman de cette autre famille-là, qu'on a vue, qu'on a connue, puis penser que sa vie peut être transformée, c'est quand même assez spectaculaire. Oui. Mais remarquez, est-ce qu'un médicament plus cher qu'un autre serait forcément plus efficace? Ça marche pas comme ça, là. Non, pas nécessairement. Le prix des médicaments, des fois, il y a des vieux médicaments qui fonctionnent bien, puis on va pas se restreindre d'utiliser des médicaments parce qu'ils coûtent moins cher. Non, effectivement. C'est juste que la plupart des nouveaux médicaments, avant d'avoir fini leur brevet, là, les médicaments ont un brevet de 5 à 10 ans, là, dépendamment du type de médicament. Mais quand les médicaments deviennent génériques, déjà, ça coûte moins cher. Ouais. Donc, éventuellement, les médicaments qu'on prescrit maintenant vont avoir un prix qui va être moins important plus tard. Donc, ça, il y a toute une dynamique là-dedans. Là. En tout cas, il faut qu'on ait des bons... Oui. Quand on a accès à des médicaments génériques, souvent les pharmacies ou le gouvernement nous les imposent parce que c'est une façon pour eux de contrôler le budget. Et c'est la même chose, très rapidement, je vous laisse aller là parce que je sais que vous êtes à votre congrès là, à la conférence annuelle à Chicago, là, mais est-ce qu'un générique, c'est vraiment la même chose? Là? Les gens n'ont pas à s'inquiéter si on leur prescrit un générique par rapport à un autre médicament? Moi, il faut que je fasse confiance aux gens qui développent les génériques. Il y a quand même des régulations qui font qu'ils doivent prouver que c'est un médicament équivalent sur le plan biologique. Ouais. Je suis pas un expert des génériques, mais je pense qu'il y a quand même d'autres gens autour de moi qui le sont. Puis si on me dit que c'est la même chose, j'ai pas le choix de leur faire confiance. Puis quand c'est au 10e du prix, je pense qu'on a quand même une responsabilité sociale de dire si on veut que tout le monde ait accès à des médicaments, il faut faire sa part. Oui, d'accord. Docteur Normand Blais, on pourrait en parler tellement longtemps, puis je pense que ce n'est que le début de la conversation. Là. C'est comme une conversation délicate aussi, mais merci d'avoir pris le temps. C'est tellement apprécié. Je pense que d'une certaine façon, il faut avoir cette conversation-là, mais il y avait beaucoup quand même d'éléments rassurants dans ce que vous nous disiez aussi. Merci beaucoup, Dr Normand Blais est hémato-oncologue. Il est président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. On lui parlait en direct de Chicago. Il y a des 35 000 personnes, là, des spécialistes du cancer à travers le monde. Puis là, effectivement, nouvel espoir. Vous lire ça là, dans la lutte contre le cancer du pancréas. Là, ça prolonge
prolonge maintenant la survie des personnes atteintes à un stade avancé. On dit que c'était le plus virulent, puis là, on y arrive. Là. Donc, c'est quand même encourageant. On a pas mal de commentaires, Olivier. Oui, et c'est un grand débat éthique. Tu l'as mentionné ce matin. Tu as rapporté une question, en fait. À quel âge on arrête de soigner les gens trop malades? Ouais. C'est ça qui vient un peu nous chambouler, je pense, parce qu'on n'a jamais pensé nécessairement à ça, mais l'avenir s'en vient pas nécessairement très, très rose de ce qu'on a compris. Et là, on a un témoignage de Jonathan au 187 Cube Radio. Outre le cancer, tu sais, lui, il est diabétique. Il dit, je coûte 32 000 $ par année à mon assurance collective. Il ne m'aurait jamais accepté, mais comme employé de la fonction publique, pas le choix avec la convention collective. Donc, il dit dans ce cas-là particulier, lui, il serait peut-être pas capable de se le permettre ou non plus pas éligible, mais une situation favorable. Et d'un autre sens, tu vois, ici, même avec une assurance privée en décembre 2024, ça me coûtait 80 $ mes médicaments et là, ça me coûte près de 300 $. Il y a plein d'augmentations comme ça, plein d'exemples. On va s'arrêter ici parce que c'est le moment d'aller à la pause, mais on va revenir avec justement un témoignage. Restez là parce que vous allez voir, là, c'est fou. Une pilule à 350 $ par jour. C'est un jeune homme de 18 ans qui la prend pour soigner une tumeur. On va parler à son père tout de suite après la pause, puis à lui également. J'ai hâte de les entendre. J'ai hâte aussi d'entendre vos commentaires. Est-ce que vous remarquez là, que vous payez plus cher pour vos médicaments? En général, là, pas juste ceux qui nous écoutent et qui ont dû traverser un épisode de cancer. Peut-être que vous êtes en ce moment sur une médication. Avez-vous dû vous battre avec votre assureur? Bref, n'hésitez pas à nous joindre. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. On parle donc du prix des médicaments qui a vraiment augmenté de façon exponentielle depuis 10 ans. Et on vient de faire une entrevue vraiment intéressante avec le docteur Normand Blais, qui est président de l'Association des médecins hématologues oncologues du Québec, qui était en conférence justement à l'extérieur, où tous les hémato-oncologues se rencontrent une fois par année, puis ils regardent quelles sont les nouveautés en matière de traitement de cancer. Là, ils viennent nous dire il y a un nouvel espoir dans la lutte contre le cancer du pancréas, mais toutes ces nouvelles molécules, ce qui est très motivant pour les médecins et les patients là qui sont aux prises avec cette maudite maladie-là, c'est très motivant, c'est très encourageant, mais c'est coûteux. C'est tellement coûteux que le docteur Blais nous le disait, on est dans le mur, on l'a déjà frappé. Combien de temps ça va pouvoir durer là, que le gouvernement va pouvoir toujours continuer d'injecter des sommes pour le traitement du cancer? Je regardais là, cette année, le gouvernement du Québec a ajouté plusieurs centaines de millions, 664 millions de plus dans le dernier budget pour payer les médicaments anti-cancéreux dans les 5 prochaines années. Avec nous, on a Zachary Duplessis, c'est un jeune de 18 ans. Chaque jour, il prend un médicament pour essayer de stabiliser sa tumeur au cerveau. C'est un médicament qui coûte cher. Bonjour Zachary. Bonjour. Racontez-moi un petit peu, c'est quoi votre quotidien avec ce cancer? Honnêtement, j'ai pas de grands effets genre du cancer. J'ai pas de mal de tête, j'ai rien. Honnêtement, je vis bien avec. Là, c'est rien qui fait mal ou quoi que ce soit. Je vis ma vie normalement. Je crois que ça fait quelques années, hein, Zachary, que vous avez appris que vous aviez développé un méningiome. C'est une tumeur qui est cancéreuse, grosse comme une balle de golf, qui s'est formée dans votre cerveau, dans votre boîte crânienne. On vous a opéré et d'ailleurs, vous avez eu quelques séquelles de ça. Parlez-moi un petit peu de ça. Comme séquelles, pour mon méningiome, j'ai eu ma tête, elle avait enflé, puis là, je suis rendu comme avec une bosse du côté droit, mais c'est mon muscle qui avait glissé, puis des fois, durant la nuit, ça peut me faire mal, puis genre, je dors moins bien, par exemple. Et donc, il y a ce médicament que vous prenez. Depuis combien de temps vous prenez cette pilule-là qui vous contrôle? À peu près 1 mois et demi, là, j'arrive proche de mon 2e. Ah, c'est nouveau, donc, pour vous? Oui, exactement. Est-ce que vous voyez une différence? Non, je vois aucune différence, aucun effet secondaire depuis que je le prends. Tout va super bien. Ouais, sauf que ce qu'on sait, la grande différence, c'est que vous savez que ce médicament-là devrait continuer à bien contrôler votre tumeur qui, elle, si on la laisse aller, va grossir puis va prendre des proportions inquiétantes, là. Exactement. Ça va venir vraiment, je pense, arrêter sa progression. Je pense pas que ça va nécessairement l'enlever, mais ça va
ça va arrêter sa progression. Il va être beaucoup moins dangereux que Ouais. en ce moment. Ouais. Et apprendre à 11 ans qu'on a une tumeur, c'est terrible. Vous me dites, là, j'ai appris finalement à vivre avec, c'est ça, Zachary? Oui, exactement. J'ai appris à vivre avec. Je faisais ma vie comme tout le monde, sans nécessairement... Puis vous vous dites, je vais prendre ce médicament-là aussi longtemps qu'on voudra bien me l'offrir, parce que là, c'est la compagnie d'assurance, je pense, qui paie. Je vais me tourner, vous me permettrez, vers votre père, Patrick Duplessis. Oui. Bonjour, Patrick. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous parler. Donc là, je pense que vous êtes reconnaissant, vous, de l'aide que vous avez, parce que j'ai fait le calcul rapidement, là. $350 par jour, par année, ça fait plus de 127 000 $. C'est clair qu'un parent, même avec toute la bonne volonté qu'on a pour sauver nos enfants, à un moment donné, tu vends la maison, tu vends tout ce que t'as 3-4 jobs, puis c'est pas assez pour payer ces médicaments-là. C'est quasiment ça, comme je l'ai dit. Puis j'ai même certains amis comme tel qui est, mettons, directeur de la commission scolaire ici. On a parlé vite, puis même lui, au salaire, mettons, qu'il gagne, ce qu'il m'a dit, il dit, je serais même pas capable de payer ça, un médicament de 11 000 $ par mois. À peu près, mettons, on fait un average à peu près comme ça, excusez mon anglicisme, mais c'est ça, grâce aux assurances privées de ma femme qui travaille dans le domaine hospitalier, qui paye 80% du médicament. Puis grâce au CHUM, ça, faut que je le mentionne, CHUM, ils ont un genre de programme qui s'appelle OnePath. Puis eux autres, ils nous payent le restant. Ils payent, dans le fond, qu'est-ce qui reste de la balance du médicament. Fait que dans le fond, ça ne coûte pas une scène. Mais avant qu'on sache tout ça, on va dire, ben franchement, moi, ma femme a eu des nuits blanches qu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire pour notre gars, là. Ah. C'est ça, parce que c'est sa vie qui est en jeu, là. Et c'est en plein ça, on veut le bien-être de tous nos enfants. Je pense que tous parents, comme on disait, tu as dit tantôt un peu, tous parents, on veut que nos enfants puissent voir le plus loin possible. Je veux pas que, moi, je veux le voir grandir. Déjà qu'il a déjà un beau but, qui veut finir sa physique puis sa chimie pour s'en aller peut-être pharmacien. Ah, ben oui, ça c'est bon. Très bonne idée, Zachary. C'est ton plan, ça? C'est ton plan d'études? J'encourage ça, moi. C'est un beau plan, ça. Tu sais, avec tout ça, moi, tout dans le contexte qu'on a eu avec Zach, les journées, tu sais, comme moi, ça va faire quasiment au-dessus de 10 ans que je suis papa à la maison. Ouais. Même là, nous, il a été 2 ans à se faire vérifier à Sainte-Justine. Mettons, de 8 ans, de 9 ans, aller jusqu'à 11 ans. Il faisait des IRM, des scans aux 6 mois. C'est de même que, à un moment donné, un certain docteur là, de Sainte-Justine qui nous avait appelé, il s'appelle docteur Sébastien Perrault, et c'est lui qui nous avait appelé que comme quoi que c'est là que le méningiome était rendu gros comme une balle de golf, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Il y a eu 3 interventions. Là, la 3e, on a réussi à enlever beaucoup. Il reste rien que... Dans le fond, le cancer, il est là juste par rapport... Il est plus sur des nerfs centrales, les nerfs optiques ou les nerfs faciales, ou à des places que le docteur ne pouvait même pas y aller. Fait qu'on peut pas l'enlever, là, la balle de golf, là. C'est ça que vous dites? Non. Il a enlevé 80% de ce qui restait de la 3e opération. Ouais. Mais tout aussi que dans les cavités, tu sais, dans le visage... Tu sais, quand on voit l'IRM ou les scans, on voit vraiment qu'un crâne ou tout le restant, c'est vraiment spécifique, puis c'est vraiment il y a beaucoup de trous, ainsi de suite. En tout cas, c'est ce côté-là qu'ils peuvent pas enlever, puis c'est là qu'ils veulent empêcher qu'ils reviennent. Exact. Patrick, dites-moi, est-ce que, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre le Dr Blais tout à l'heure, mais il disait, j'ai fait une partie. Il y a toute la discussion sur qui nous pend au nez. Là. Je veux dire, on peut faire semblant de pas l'avoir, mais on est rendu à l'avoir, c'est-à-dire il y a effectivement un choix qui va être douloureux à faire parce qu'on s'entend que là, on est à plus d'1 milliard de coûts de médicaments pour le cancer. Ça m'arrache le cœur tantôt de savoir qui comprend. Exact. Regarde, moi, personnellement, si j'aurais le choix, j'aime mieux mon fils vivre, puis moi, j'aime mieux partir. Ce côté-là, moi, j'aime mieux que mon gars vive. Puis après, moi, j'aime mieux partir. Moi, je suis rendu peut-être... Écoute, je dis pas que je suis vieux, mais je veux dire, je viens d'avoir 53 ans vendredi, mais j'aimerais mieux partir, moi, puis mon fils puisse mieux vivre, puis ainsi de suite. Là, moi, c'est ce côté-là, moi, je pense, ça. Mais on la met où, la barre, là? On y va avec l'âge? C'est terrible, là. Je sais que c'est terrible. Tout ça, tantôt, j'écoutais, puis je trouvais qu'on est rendu... On est rendu là, pouvez-vous croire?
sais, quand le docteur Blais dit, on va-tu pour les médicaments ou on va pour les routes, on va pour ci. Tu sais, c'est rendu qu'on est rendu là, tu sais, il faut... le gouvernement choisisse la vie ou entre la vie et la route. Moi, franchement, mon choix, pour moi, personnellement, j'aime mieux vivre avec les cratères que mon garçon ou que quelqu'un d'autre de cancer crève pour ça. Excusez-moi pour ça, mais complètement. Je comprends. Ouais. Moi, j'aime mieux vivre avec un trou que de choisir entre une personne qui a 75 ans. Surtout qu'aujourd'hui, tu sais, je disais 5,75 purement aléatoire. Moi, je connais des gens de 75 ans, là, ils courent des marathons. Là. Fait que, tu sais, le 75, c'est le nouveau 60 à la rigueur, tu sais, puis 60, c'est le nouveau 50 ou 40. Ça dépend tellement de la physiologie, de la génétique, des habitudes de vie, de ce que. Mais les gens vivent beaucoup plus longtemps, puis on a tout le temps l'impression que le monde est malade vieux, mais il y a en fait, la majorité des personnes d'un certain âge sont plus en santé que malades. Il faut le dire aussi. Oui. Alors, c'est peut-être toute notre conception de la vie, puis de peut-être qu'il faut effectivement qu'on travaille plus longtemps parce que si on veut, c'est parce que si tout le monde est à la retraite, il y a plus personne qui nourrit la caisse des impôts. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est des vases communicants, cette affaire-là. On s'en sort pas, on réinventera pas le système, mais tu sais, si on veut s'aider, ça va être ça, là. Ça va être ça. C'est en plein ça. Oui. Je le rejoignais un peu tantôt, Dr. Blais, par rapport quand le gouvernement n'aura pas le choix de faire un choix entre si ça, puis ça, je comprends ça. Ouais. Écoute, ça se fait que ça va faire choquer du monde, mais moi, j'aime mieux prendre l'avis de quelqu'un que de réparer des trous. Et dans les années 40, on marchait bien à cheval sur de la garnotte. Oui. On serait capable de revenir. Ou bien, qui nous permettent de les boucher nous-mêmes, les maudits trous, parce que je pense que c'est plus une question de revêtement puis d'organisation du travail. Je fais ça en blague, mais tant qu'à ça, tant qu'à revenir dans le temps... on mettait les chemins de gravelle, puis on va être correct. Ouais. Face à toutes ces questions éthiques-là, Étienne de la Montérégie nous rappelle qu'à la COVID, pendant la pandémie, on s'était pour la première fois posé la question à quel prix faut-il sauver les personnes les plus âgées versus le reste de la société qui pouvait vivre techniquement. C'est une autre affaire ça, avec Zachary. Là, moi, on était toujours rien que deux ou durant son opération. Il a fallu que moi, je reste ici parce que j'ai une petite fille de 7 ans aussi parmi tout ça. Mm-hmm. Mais quand elle est venue au monde, moi, ma femme a été à l'hôpital toute seule avec le petit durant ses opérations. La COVID, il fallait que toujours... une chance qu'on tolérait 2 personnes, mais Zachary avoir été là toute seule, oubliez ça, on aurait plié en deux. Même moi, je l'ai suivi, là, il y a 18 ans, je l'ai suivi encore jusqu'à la dernière à la porte de sa d'opération. Malgré, même si c'est un adulte, c'est mon fils, tu sais... Je pourrais le suivre jusqu'à 40 ans, là. Oui, tellement. On a vraiment beaucoup de commentaires là-dessus. Yves de Québec qui nous mentionne que la maladie de Crohn, hein, j'ai dû dernièrement changer de molécule. Il dit 60 000 annuellement, 60 000 $, OK? Pas encore approuvé par le système de santé. Ouais. Heureusement, la compagnie pharmaceutique paye tous les frais en attendant l'approbation. Et ça, il y a de plus en plus de programmes. Les compagnies pharmaceutiques, là, il y a quand même des programmes aussi d'aide. Souvent, quand pour faire un peu la promotion de leurs médicaments, ils vont, quand ils viennent d'être approuvés ou qu'ils viennent dans les premières années, ils vont souvent avoir des programmes pour faciliter la vie des patients en disant, si ça marche pour ce patient, je vais payer une partie du médicament, 20 ou 25 %, le bout là, que le patient peut pas se payer, puis que la RAMQ paye pas ou que la compagnie d'assurance paye pas. Puis comme ça, le patient, il devient probant. Là. Il permet de confirmer que le médicament fonctionne. Alors, c'est un win-win pour tout le monde, finalement. C'est ça. Puis, tu sais, comme je disais un peu tantôt, comme Jacques, c'est le deuxième au Québec que ce médicament-là, la Lingbrigg. C'est ça qu'on nous a dit. Oui, exact. Olivier, tu as une question pour Zachary? Oui, j'ai une question pour toi, Zachary. Là, toi qui présentement vis un peu ta vie malgré la maladie et tout ça. Comment ça se passe ton quotidien aujourd'hui? Je veux dire, tu vas à l'école, tes amis, comment ils perçoivent ça aussi? Mes amis, honnêtement, ils m'encouragent un peu dans tout ça. Ouais. Je vais pouvoir retourner, là, vu que j'ai une grosse année l'année passée. J'ai décidé de prendre une année sabbatique cette année. Je vais retourner à l'école en septembre pour faire ma chimie, ma physique. Mais je pense, honnêtement, ça va continuer comme ça. Honnêtement, je pense ça devrait être facile à s'habituer ou quoi que ce soit. C'est bon, mais je sens que tu as le moral aussi. Positif. Je pense que tu as un bon esprit, puis ça, là. Hein, il y en a pas qu'une histoire courte, là, aussi, que mon fils a une maladie génétique qui va avec ça, qui s'appelle le neurofibromatome de type 2. Ouais. Dans le dossier, on a parlé de tout ça, mais ça aussi, ça fait partie que
ça fait des méningomes, ça fait des types de cancers, cette maladie-là, cette génétique. Ah oui, complètement. Zachary Duplessis, continue sur cette lancée-là. On te souhaite la meilleure des chances et surtout avec ton projet là, de devenir pharmacien. Je pense que ça c'est une belle profession d'avenir, ça. Merci beaucoup à Patrick Duplessis également. Merci bien à tous les deux. Merci pour ce témoignage. C'est fou, hein? Aïe, aïe, aïe. Mais ils ont comme, tu sais, ils ont le moral. Vraiment. Tu les entends, ils ont des bonnes voix, puis tu te dis, mon Dieu, parce que ça doit pas être facile tous les jours. Ça doit vraiment pas être facile tous les jours. On va s'arrêter ici, très courte pause. On retourne, on va essayer de faire notre petit bilan. Je voulais vous proposer un bilan de partisans. Qu'est-ce que vous retenez comme partisans de la saison du Canadien de Montréal? Il y a eu le bilan des professionnels là, ce matin. Ils sont tous allés un peu s'exprimer là-dessus, y compris Gallagher, là, pour qui ce sera ça à Montréal, d'après ce qu'il a dit. Mais on voulait avoir votre avis à vous. Et nos invités, ce sont justement des partisans qui sont rendus loin là, pour pouvoir suivre cette série. Alors, on se parle de ça tout de suite après ça. C'est le temps de nous appeler 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal, se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Alors, on a tous été partisans de cette saison du CH qui a été quand même enlevante, il faut le dire. Il y a deux clans quand même qui demeurent aujourd'hui, maintenant qu'on s'est fait sortir. Il y a le clan des déçus et puis il y a le clan des heureux satisfaits qui disent « Hey, bravo les boys ». Mais il y a quand même le clan des déçus et je peux vous dire, Olivier en fait partie un petit peu. Je suis déçu. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a eu tellement d'émotions pendant 2 rondes. On a vu le meilleur, je pense, de chacun des joueurs, du moins pour un match. Pour chaque, là, il était capable de nous soulever, il était capable de nous faire vivre, de nous faire vibrer. Et là, à la fin, j'ai trouvé que c'est un peu... on est arrivé là pour finalement rien donner. Exact. Et ça, j'ai trouvé ça décevant. Et là, plusieurs vont... Plus de jus. J'avais plus de jus. C'est ça. Ouais. Donc, on a tout donné. Est-ce que ça veut dire qu'on a trop poussé la machine et ultimement, on ne méritait peut-être pas de se rendre là? C'est ça aussi, ça amène comme questionnement, je trouve. Ben, tu sais, c'est sûr que sur ton premier trio, t'en as deux, tu sais, Caulfield, Suzuki qui sont, tu sais, Caulfield, son 50 buts, là, son 50e but là, qui était devenu là, tous les jours, là, on se demandait, c'est ce soir. Ça, là, tu te souviens, Serge Savard nous l'avait dit d'entrée de jeu au début là, de cette série. Il nous a dit ça, pas sûr que ça a été une bonne chose. Le fait, la course au but, là. C'est très individuel, mais c'est pas forcément un truc d'équipe. Moi, je pense qu'on s'est beaucoup... Tu te brûles aussi à exact, mais on s'est fait, on est partisans, on capote sur les Canadiens. Okay? Tout le monde est comme ça, on peut être le meilleur analyste, on va quand même voter pour le Canadien et je pense qu'on s'est laissé aller dans la vague des séries et on oublie que c'est une équipe extrêmement jeune et que l'an prochain, il n'y a rien qui nous indique qu'on va refaire les séries tout le monde. Non. Je le dis ici, ça se peut qu'on soit en avril déjà en train de jouer au golf du côté des Canadiens de Montréal. Et là, toi, est-ce que tu penses que c'était de la luck finalement? C'était une chance? Non, pas du tout. On l'a mérité, on a quand même sorti 2 équipes. Il y a plein de facteurs aussi qu'on peut ajouter là-dedans. Si on avait eu 2 bons gardiens pendant toute la saison, on aurait probablement joué 4 matchs toujours à domicile plutôt qu'en jouant sur la route. Là, on les a quasiment tous perdus à domicile. Mais là, Dobesch s'est révélé pendant les séries. Exactement. Donc, il y a plein de facteurs. C'est arrivé comme ça. Je dis juste que c'est pas encore joué et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis là, ça a l'air qu'un certain Dobson n'était plus capable de fermer la main. On parle que Suzuki aurait eu une déchirure à la cuisse. Slavkovski aurait peut-être un peu contourné le protocole de commotion cérébrale avec la bonne bine qu'il a reçue sur le bord de la joue en première ronde contre Eagle et le coup au centre de la glace dans la même série. Donc, je veux dire, à un certain point, il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'on était essoufflés. Les gars étaient essoufflés puis amochés. Mais on va voir ce qu'en pensent quand même des fans aussi, des auditeurs de notre émission à qui on a parlé au cours des dernières semaines de cette série. Michael Charret, vous en souvenez, est même allé à Buffalo le 8 mai dernier, au 2e match de la ronde 2 des séries éliminatoires. Bonjour, Michael. Allô, allô. Alors, quel est le bilan? Êtes-vous du clan des déçus ou des heureux satisfaits? Moi, dans la vie, je vois les choses, le verre à moitié plein. Donc, pas à moitié vide, à moitié plein. Si on retourne au mois d'août puis au mois de septembre dernier, la plupart des analystes disent « Ah, le Canadien, ça va être difficile, une autre année, peut-être qu'on va passer ça à fesse dans les séries. » Ouais.
moi, ça va au-delà de toutes mes attentes. Puis, c'est pas juste avec le club, puis Olivier l'a mentionné, les émotions que ça nous a fait vivre. Pendant 2 mois ou 1 mois et demi, j'étais à Cage au Sport avec des amis, avec la famille. Ça l'a permis de rassembler un paquet de gens. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Puis quand je pense à l'avenir et lorsque, je pense au noyau des joueurs qui sont signés à long terme, l'année prochaine, contrairement à Olivier, moi, je suis pas mal sûr que l'année prochaine, on va faire les séries. Ah, c'est sûr? Mettons, là, convaincu, Michael, on fait les séries l'année prochaine? Moi, je prends une gageure. 100 $ avec n'importe qui veut prendre une gageure avec moi, on fait les séries l'année prochaine. Et le seul bémol que je trouve à cette fin de saison-là, c'est un peu, j'aurais aimé ça que Gallagher joue la dernière partie. Tellement. J'aurais aimé ça que Jacky joue aussi, parce que moi, je les ai vus en vrai, là. Et lorsque Jacky est sur la glace, chaque joueur du Canadien prend 2 pouces de plus. Et je comprends ça, c'est bien dit, ça, Michael. Oui. Il doit avoir une raison pour laquelle ils n'ont pas joué. Il donne du gaz. Pourquoi? Il donne du gaz. Pas joué? Pourquoi Gallagher? Surtout que tout le monde le sait qu'il est en fin de contrat, puis que si c'était pas là, c'était peut-être jamais plus après. Mais j'écoutais Jean-Charles. C'est dommage, il est lent, Gallagher. Il est lent. Il y en a d'autres. Caulfield, il n'était pas si vite. Là. Mais je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est qu'il doit avoir une raison. Puis, moi, je pense que... Y a-tu un journaliste qui a posé la question ce matin? On a-tu posé les vraies questions? On a juste tourné autour du pot, là. Martin Saint-Louis, l'année prochaine, va falloir qu'il apprenne à être un peu plus gentil avec les journalistes francophones. Es-tu assez bête? On peut-tu le dire? Des fois, quand il veut, là. On peut-tu le dire quand même? Vous trouvez qu'il est bête, Martin Saint-Louis? Des fois, il est comme limite insolent. C'est condescendant. C'est condescendant avec certaines Pose une bonne question, s'il te plaît. Attends, là, écoute, calme-toi. Là. La plupart des journalistes sportifs, en plus, ils ont tellement peur là, de pas être sur l'avion ou dans l'autobus du Canadien qu'il y a personne qui fait des vagues avec des questions délicates, on s'entend. Là. Moi, je peux le dire parce que je suis pas journaliste qui suit le Canadien. Fait que moi, je peux pas dire ce que je veux. Mais tu sais, parfois, on oublie que Martin Saint-Louis, c'est un ancien joueur, c'est un ancien compétiteur et il y a pas plus, je pense, de tout près de 10 ans, il joue encore dans la Ligue nationale, un peu plus de 10 ans. Donc, je pense qu'il y a encore cette même mentalité-là. Toutefois, faut pas oublier qu'après le match numéro 3, Martin Saint-Louis, de ce qu'on a senti pendant le point de presse, c'était on va gagner ou perdre avec ce qu'on a présentement. Même si Gallagher, je le sais, je devrais le mettre par principe, on est en mode encore apprentissage. Et c'est aussi ce que tantôt Jean-Charles soulignait, c'est que il est orgueilleux. Il est orgueilleux par rapport à ça. Exact. On peut-tu le dire, Michael? Je suis désolé. Je pense que c'est Einstein qui l'a dit. C'est de continuer à faire la même chose en espérant d'avoir un résultat différent. C'est la bêtise humaine. C'est sûr. Puis moi, c'est le seul reproche que j'ai aux Canadiens cette année. L'avenir est rose. Quelqu'un qui a demandé s'il regrettait de ne pas avoir changé ses trios plus vite? On lui a demandé, je pense, à tous les matchs, qu'est-ce que tu vas faire avec tes trios. Puis... Qu'est-ce que tu vas faire avec tes trios? C'est pas... C'est vrai. Est-ce que tu regrettes d'avoir été boqué de ne pas avoir changé tes trios? c'est comme... Hey, il y a un autre avec nous, un autre fan. Il est tellement fan qu'il a conduit un avion de son entreprise Chrono Aviation pour amener des partisans également avec lui. Danny Gagnon qui est là. Merci d'être là, Danny. Êtes-vous d'accord avec Michael? Michael était d'ailleurs un de vos passagers, si je me trompe pas. Je sais pas, Miguel. Avez-vous pris l'avion? Oui, j'ai pris l'avion. Puis j'espérais aller à Vegas en avion, mais ça se passera pas. Donc, exact. Ben alors, oui, je suis d'accord, Isabelle. Je pense que il faut reconnaître qu'il y a un grand chemin qui a été parcouru de la part de l'équipe. Puis évidemment, il y a de la déception parce qu'on s'est vu gagner lors de notre voyage en Caroline. Puis on a cru, comme ben du monde, que rien n'est impossible. Moi aussi, c'est le genre de gars qui voit toujours le verre à moitié plein. Donc, il y a la déception de ne pas avoir atteint ce qu'on rêvait d'atteindre. C'est normal. Mais faut être réaliste aussi. On a fait un bout de chemin que peu de gens auraient cru si on l'avait dit justement au mois d'août, au mois de septembre l'année dernière. Puis c'est sûr qu'on était prêts secrètement. J'ai eu des meetings la semaine dernière après notre événement en me disant OK, faut qu'on en gagne 3 en ligne, ça sera pas facile, mais si on gagne, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va à Vegas? Puis oui, on était prêt à le faire. On avait déjà parlé avec des gens pour sécuriser des billets là-bas. On aurait pu aller voir 2 matchs. En fait, les 2 premiers matchs du Canadien à Vegas. Wow. Mais bon, ça sera pour un autre ça fois. aurait été quelque chose, on était prêt à le faire, on y croyait, effectivement. Ouais. Mais donc, vous êtes plutôt dans les gens qui sont satisfaits de la saison, là.
Ah, absolument. Puis, Ouais. tu sais, je veux pas être plate. Moi, je suis un nordique converti en passant, OK? Fait que je vous mentirai pas. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Absolument. Fait que je suis pas un fan fini des Canadiens comme bien de vos auditeurs. J'en suis devenu un. Ouais. Mais je suis obligé de vous admettre un truc. Tu sais, j'ai toujours dit, puis je le maintiens encore, Montréal et Québec a jamais eu les meilleurs fans au monde, peu importe le sport. On est tellement là quand ça va bien, là, tout le monde est là, puis on crie, puis tout le monde est prêt à se battre, à défendre l'équipe. Mais dès que ça va mal, là, Seigneur que les fans s'en vont en courant assez vite. Tout d'un coup, c'est de la faute d'un tel, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire... Tu sais, quand ça va bien, là, c'est hey, wow, la nation se mobilise, puis on l'a vu, on a rempli un avion en 48 heures. Quand ça va bien, tout le monde y croit, tout le monde est là. Puis dès que ça se met à mal aller un peu, là, tout d'un coup, là, ça n'a pas de bon sens, puis il faut congédier lui, puis il faut échanger lui, puis le coach... Ça, c'est Danny et Michael, c'est tellement fascinant parce que on est peut-être les meilleurs partisans, mais on est aussi les meilleurs gérants d'estrade. Avouez qu'on se prend tous pour des coachs. On appelle ça la passion. J'en suis. Moi aussi. Moi, je me permets de faire des commentaires complètement. Et là, Isabelle, tu vois, il y a un auditeur de Laval qui nous mentionne, et surtout Gallagher, ça, c'est le côté qui choque beaucoup de personnes présentement, et on a l'extrait présentement dans le vestiaire, on le voit tomber en larmes, on peut l'écouter. On l'écoute, Gali. Vous voyez ici... Oh, God. I still get emotional talking about her, but, you know, that's just something that always will stick with me. Just give me a second here, guys. Donc, a quitté le scrum, mais a pensé à sa mère par rapport à tout son parcours qu'il vient de faire. Et là, il est tombé en larmes, et avec raison, parce que là, de toute évidence, c'est terminé pour le petit guerrier des Canadiens, qui n'aura pas pu faire un dernier match au Centre Bell dans la dernière série. Juste pour ça, sachant qu'on perdait, qu'on était en train de se faire laver, on s'entend? Tu peux-tu lui donner comme 5 minutes de glace? 2 minutes, donne-y 2 minutes de glace, juste pour comme... Tu sais, on a perdu de toute façon, tu comprends? C'est vrai je comprends le mode entraînement, on est en mode entraînement, mais là, d'accord, ben, on peut être aussi en mode hommage, pas attendre que le monde soit mort, comme on a vu avec le mieux, pour leur rendre des hommages, leur faire porter des flambeaux 1 minute, là. Non, tu peux-tu juste... Moi, je trouve que ça aurait été un beau geste. La chose juste à faire, en fait. Je pense que parce qu'il n'y a aucune raison. Gallagher, là, moi, sincèrement, il nous a fait vivre des méchants de beaux moments là, avec le Canadien. Là. C'est un vrai de vrai. Là. Puis quand il est revenu, souvenez-vous, je ne sais plus quel match, là, il a bien joué. Il avait bien joué. Il avait créé un effet. Il avait eu l'effet de surprise et tout. En tout cas, moi, c'est ma déception, entre autres. Ouais. Et là, j'aimerais qu'on parle peut-être de la finale de la Coupe Stanley qui s'en vient. Une finale que je juge extrêmement plate parce que la Caroline... On va-tu la regarder? La Caroline... On s'entend une équipe beige, je trouve, on l'a vu contre nous. Ouais. Ils tentaient de nous restreindre, et là, contre Vegas. Ouais. Est-ce que nos fans, Danny Gagnon, Michael Charret, allez-vous la regarder le reste de la saison, ou c'est fini le hockey pour vous deux? Michael? Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Non. Michael, vous continuez de regarder le hockey, ouais? Tout à fait. Ah ouais, vous êtes un fan de hockey même, donc. Point. Oui, depuis que j'ai l'âge de 3 ans puis j'ai mis des patins pour la première fois, moi, le hockey fait partie de ma vie. J'ai vu des matchs en Russie, j'ai vu des matchs en Europe. Pour moi, le hockey, c'est hyper important. Puis, lorsqu'on regarde la finale pour la Coupe, Rod Brindamour a un système en place qui est absolument extraordinaire et les joueurs le suivent. Et, vous pensez que la Caroline va se rendre pas mal loin? OK. La Caroline va sortir Vegas, d'après moi. Ah, OK. Merci, Michael Charret. Danny Gagnon, votre pronostic, Danny? Moi, en fait, je vais vous poser une question. Ça se peut, ça, être un fan du Canadien sans être un fan de hockey? Complètement. Je suis pas sûr de... Complètement. Dans le sens que oui, je suis un fan de hockey. Non, moi, je vais pas regarder. Si t'es un fan de hockey puis que t'as écouté les séries du Canadien puis la saison du Canadien puis que t'arrêtes d'écouter au moment où c'est la finale de la Coupe Stanley, je change de sport. Il me semble que c'est logique. Non, on est fan de hockey. Non, on est fan du Canadien de Montréal. C'est ça, Danny, l'affaire. C'est qu'on est fan du Canadien. Alors, moi, je suis un peu plus élargi comme Michael. C'est sûr que je veux voir la finale. Il y a 2 équipes qui vont se battre pour le trophée, puis je me vois très mal suivre les séries juste... oui, je suis un fan du Canadien. Ouais. Moi, je vais passer au soccer. Je vais passer au soccer, je pense, bientôt. Ouais. Ça reste dans les mêmes couleurs. Non, je vais être encore là. Mais en fait,
Isabelle, si tu l'as pas vu, vous me rappellerez puis je vous décrirai les matchs puis qui a gagné. Si tout le monde abandonne, je vais être encore là, moi. Certainement. C'est juste plutôt du Toi, spectacle. Olivier, tu fais quoi? Tu regardes C'est sûr que je vais regarder la finale de la Coupe Stanley. La finale, d'accord. Là, mais c'est juste le côté spectaculaire. Je pense qu'un Canadien en santé aurait vraiment été bon pour la LNH. Et ça, en plus, en affrontant Vegas, je pense qu'il y a une belle histoire aussi. Dominique Ducharme, qui était assistant coach là-bas. Ça aurait été quand même fabuleux. Et je pense que la Caroline, en effet, va pouvoir gagner, mais avec un système, je vais le répéter, plate. Ouais, voilà. C'est ça. Puis ça fait plate. Efficace, toutefois. Très efficace. C'est ça. Bon. Et nous, on aime ça quand c'est émotif. Ben oui. Mais moi, j'ai suivi de très loin la saison de hockey avant les séries. Mais je le disais à mon chum en fin de semaine, je disais, moi, regarde, là, le premier match, là, quand ils reviennent, je suis là. Il m'a dit, ben voyons. Parce que moi, j'avais décroché vraiment. Là. Mais là, ils m'ont raccroché. Pendant le début de la reconstruction et tout ça? Oui, là, c'était long. Je crois que ça a commencé à faire. Là. C'était un petit peu long. Mais là, tu vois, cette gang-là, on les a comme vraiment... On a grandi avec eux, nous aussi. Ouais. Puis on va être là pour les suivre. Hey, merci à tous les deux, Michael Charret, Dany Gagnon. C'était un plaisir de vous avoir parlé au cours de ces séries. Bye. À très bientôt. Merci beaucoup. On s'arrête ici. On va parler de consommation responsable après la pause, de vêtements, de mode jetable, de vos achats impulsifs, s'il y en a. Vous me direz comment vous magasinez. Tout de suite après, on en parle avec Philippe Gendron. Restez là. Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Je suis en compagnie de Philippe Gendron, qu'on a déjà reçu à l'émission parce que je tombe en amour avec son petit ouvrage Mode jetable. Je vous en ai souvent parlé. C'est un ouvrage que je vous ai souvent recommandé parce que on y apprend beaucoup de choses. Derrière les vêtements de chaque nouvelle tendance de la mode, il y a tout un monde, nous dit Philippe. On sait rarement d'où viennent nos vêtements. On sait pas non plus quel traitement ont eu les humains qui les ont fabriqués, quel traitement ont eu les tissus, Puis on les porte, on les achète, on les porte. Il y a les marques là-dedans. Il y a toute une industrie qui est incroyable. Et il y avait des chiffres dernièrement à l'effet que vous qui nous écoutez, c'est peut-être votre cas, 30% des Québécois, donc on peut dire presque un Québécois sur 3, qui a acheté sur la fameuse application Temu. Vous pouvez pas la manquer, elle vous saute d'en face même quand vous la cherchez pas. Depuis les 6 derniers mois, là, c'est beaucoup de monde là, au Québec qui ont été magasinés là-dessus. Donc, ça montre que l'implantation massive de ces plateformes-là, ça perce les habitudes de consommation. Philippe, merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Je voulais qu'on reparle de ça parce que depuis le sondage, on n'avait pas eu l'occasion de s'en reparler. Quand vous avez vu ça vous a surpris? Non, parce que moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de mode jetable, qu'on évite les vrais sujets. C'est-à-dire qui achète. Et là, qui achète, on peut avoir besoin d'acheter des vêtements qui sont à moindre coût parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, il y a une question sur la répartition de la richesse dans notre société. Comment ça se fait que des gens ont de la difficulté à se vêtir, à avoir les médicaments, comme vous parliez avec votre intervenant aujourd'hui. C'est inacceptable. Mais on le sait qu'il y a une fortune extraordinaire qui échappe en paradis fiscaux et que les grandes compagnies dont on parle, là, que ce soit les GAFAM dont je me suis beaucoup occupé, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais Shein, Temu, qui sont des compagnies chinoises qui dévorent les marchés à grande bouchée. Alibaba, on pourrait rajouter. Absolument. Puis toutes ces entreprises-là se répartissent les achats compulsifs en ligne. Je pense déjà vous avoir entendu à la radio dire que les achats se font très tard le soir après un verre de vin. Exact. Donc, ou par ennui. Tu sais, le meilleur moment, là, c'est comme il paraît, là, qu'entre minuit et 3 heures du matin, là, ça achète en masse là, parce que les gens dorment pas, ils sont seuls, puis c'est facile. Sur le bout de ton téléphone, tu te commandes quelque chose un anxiolytique? Donc, la consommation... c'est vous le prof, c'est vous qui pouvez le dire. Oui, mais moi, en tout cas, j'y vais d'hypothèse, mais c'est que les gens ont besoin de consommer parce qu'on les a dressés à devenir des consommateurs compulsifs. Mais ils veulent pas payer cher. Exactement, mais on peut comprendre. Tantôt, j'entendais parler les gens qui ont des médicaments à payer, il faut couper en quelque part, il faut se vêtir. Est-ce qu'on va se payer des vêtements qui coûtent cher ou est-ce qu'on va trouver des solutions qui nous sont livrées à la maison? Je peux comprendre qu'il y a des situations où on a besoin de
d'acheter à moindre coût. On a déjà parlé ensemble de tout ce qui est vêtements réutilisés, donc tout ce qui est friperie. Mais tout ça encourage encore une fois le fait qu'on doive changer de look régulièrement. C'est ça, parce que ça, c'est l'enjeu. Parce que quand vous dites, il y a beaucoup de gens sur la planète là, qui ont même pas de vêtements à se mettre sur le dos. C'est peut-être moins le cas chez nous parce que même les gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, des familles démunies, surtout quand on a des enfants, c'est pas évident là, ça prend. Puis on a l'hiver, puis on a l'été, puis bon, ça prend des bottes. Plusieurs ça prend saisons ici. Alors ici, on a quand même un besoin vestimentaire peut-être plus grand que dans certains autres pays, mais est-ce qu'on peut dire qu'on a quand même aussi plus de moyens, ne serait-ce que communautaires, pour s'entraider? Je veux en venir au fait que, en gros, en général, le commun des Québécois a plus que trop de linge. Oui. On a trop de linge, on va se le dire. On dit que la plupart de nos vêtements vont passer 90% de leur temps dans le placard. Exactement. Ouais, c'est ça. Dans le garde-robe, des fois avec l'étiquette. Ben oui, puis juste de faire l'exercice à la maison, de faire le ménage de nos vêtements qu'on n'a pas portés durant la dernière année, on va constater assez rapidement qu'il y a beaucoup de choses qui ont été achetées inutilement. Oui, ben, on va poser la question, Olivier, tu veux bien, à nos auditeurs. Ouais. Est-ce que vous êtes préoccupés? C'est plusieurs fois qu'on vous en parle à cette émission, puis comme c'est notre dernière semaine, je voulais vraiment, là, je me gâtais, je me disais, on en reparle encore, parce qu'on a quand même du travail, des croûtes à manger tous là-dessus. Est-ce que vous êtes plus conscient de cette consommation responsable? Êtes-vous plus conscient qu'il y a une mode jetable, puis qu'à un moment donné, faudrait peut-être, avant de l'acheter, de la jeter et de l'acheter, faudrait peut-être y penser. Est-ce que j'en ai besoin? C'est pas moi qui ai dit ça la première, mais non, c'est ça. il y en a qui a fait du millage là-dessus. Mais bon, bref. C'est le temps de témoigner parce que je suis convaincu que vous utilisez toutes ces fameuses plateformes qu'on a mentionnées. Mais oui, tout le monde le fait. Ben oui, 827-2346, 187 Cube Radio. C'est le cas d'Alex de Montréal. Il dit, bonjour, cet hiver, je me suis fait tenté par Temu. J'ai commandé plein de choses. Quelle erreur. Ah oui, Il dit, c'est vraiment un site à arnaque. J'ai retourné 90% des choses que j'ai pu acheter. Je n'utilise que le 10% restant. Toutefois, moi, je l'ai utilisé. D'accord? Temu, c'est vrai? Shein, entre autres. OK, Shein. J'ai un manteau, un petit jacket, on va dire, de printemps-automne. Ouais. Ça fait 6 ans que je l'ai et il est toujours impeccable. Toutefois, en effet, c'est un manteau. On ne le lave pas souvent. On ne fait pas souvent ça avec ça. Mais certains produits, de ce que je me suis fait dire, aussi de nos collègues ici, ça peut quand même être bien. Je pense que c'est l'aspect après ça d'être responsable, en effet, comme on mentionne. Mais moi, c'était d'excellente qualité et le prix, bien entendu, était abordable. Mais donc, est-ce c'est ça que tu qui aurais donne le pu goût. trouver un manteau dans un magasin, un détaillant pignon sur rue ici au Québec, prix équivalent? Peut-être. Mais toutefois, tu l'as pas cherché. Il aurait fallu que je prenne mon véhicule et que je quitte le milieu lorsqu'il était 1h du matin sur mon téléphone. Ah, il était 1h du matin? T'as-tu acheté ton manteau la nuit? Certainement. On va dire entre 10h puis minuit, là, je m'en souviens très bien. Donc oui, j'ai tombé dans le panneau, mais en effet, ça a quand même été efficace en soi parce que je le porte encore aujourd'hui. Ben oui. Mais ça, c'est un côté responsable. Philippe, de l'exemple d'Olivier? Ben, je veux pas... As-tu donné le numéro de téléphone? Oui, 1-877-827-2346. Puis, je suis pas ici justement pour juger parce que moi, non, on n'envoie pas de roche à personne. C'est ça, j'essaie de diminuer ma consommation. Je connais pas la garde-robe d'Olivier. Combien de manteaux acheter à 1h du matin? Il a une garde-robe diversifiée. Oui, mais j'ai pas vraiment beaucoup de vêtements. Bon. J'essaie de me varier ici à la télé pour vous, mesdames et messieurs, mais pour vrai... Oui, parce que le public attend qu'il y ait du changement à l'écran aussi, certainement. On le sait. Mais c'est ça, c'est que ce qu'on achète, le temps qu'on prend d'y penser, puis aussi de vérifier la qualité. Puis, il faut être honnête, sur Temu et Shein, c'est pas la première fois que j'entends des témoignages que parfois, il y a des articles qui semblent de qualité puis durables. C'est normal parce qu'eux engagent des sous-contractants. C'est la logique de ces grandes entreprises-là. C'est monstrueusement énorme. Puis ils prennent des sous-contractants parce que c'est une entreprise qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Donc, ils vérifient les commandes en temps réel, donnent des commandes en temps réel. En 24 heures, un vêtement peut commencer à se faire produire parce que dans une série télé, après avoir été copié. Exactement. C'est toujours de la copie. Puis c'est pour ça que... C'est toujours de la copie. Ils n'ont pas de designer. Ben, j'ai comme l'impression, parce que je peux pas juger de chaque article qui est fait, mais je me dis, c'est tellement facile pour eux de copier parce que c'est chinois. Donc, chinois, on respecte pas les droits et libertés de la personne. On fait du plagiat vraiment de façon éhontée. Puis, dans le fond, c'est que c'est une production qui tient jamais compte des limites des ressources. Donc là, c'est pour ça que, pour moi,
ayant la chance de venir encore une fois vous rencontrer, pour moi, je souhaite vraiment sensibiliser du mieux que je peux à la question de ce qu'on souhaite laisser aux jeunes. Est-ce que vraiment les applications de Temu et de Shein, qui sont conçues pour amener les jeunes à jouer, à gagner des points, à gagner des possibilités d'avoir des produits à moindre coût, ben, c'est qu'on les dompte à être des compulsifs. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire des jeunes Québécois, en faire des compulsifs dans les achats de toutes sortes? Puis, je suis prof. Ouais. Ah, des jeunes d'ailleurs? Oui, des jeunes de 15 à 17 ans. Et j'interrogerais les parents. J'aurais le goût de soumettre une nouvelle question au public. Allez-y. Ben oui. Est-ce que ça arrive que des parents décident de prendre congé de l'école ou permettre un congé de l'école pour aller magasiner? Est-ce qu'on n'en est pas devenu... Pour aller magasiner, c'est vrai? Pour aller magasiner au lieu... C'est vrai? Y a-tu des... Mais j'aimerais interroger le public. Est-ce qu'on manque parfois? Est-ce qu'on fait manquer l'école? Pour aller en vacances dans le sud, pour magasiner. Ça, oui. C'est connu, mais je pour pense qu'on aller est rendu à magasiner. aussi. Oui, parce que dans le fond, il y a eu la fin de semaine. On peut choisir un moment un petit peu plus tranquille au changement des saisons. Je pose la question parce que qu'est-ce qu'on souhaite donner aux jeunes en termes de valeurs? Récemment, il y avait un article qui parlait que les grands-parents sont devenus très friands de Temu. Donc, des petits cadeaux qu'on peut offrir aux petits-enfants et que, dans le fond, les enfants sont inondés de gadgets de toutes sortes, mais pour encore traduire l'affection en objet qu'on donne. Parce que là, c'est la grande question de notre société. Il y a des inquiétudes environnementales et tout le système publicitaire nous amène à toujours remettre en cause ce qu'on a, ce qu'on devrait avoir, ce qui nous manque. Moi, sincèrement, moi, ça me met mal à l'aise. Moi, je me sens mal maintenant dans cette surconsommation. Ça, c'est moi. Mais j'ai lu votre livre, c'est sûr. J'en ai lu d'autres aussi. Je regarde mon garde-robe. Puis c'est sûr que, bon, moi, je fais de la TV aussi. Je suis dans le public. Je l'ai déjà dit, si je fais 2-3 fois la même affaire, on m'envoie des messages. Coudonc, t'as pas de linge? Alors, c'est comme... des fois, les gens sont raides. La plupart du temps, ils sont gentils, mais des fois, il y a du monde raide. Fait que c'est sûr qu'il faut... Puis une fille, le monde est toujours plus demandant. Il y a toujours plus d'attente à ce qu'on ait l'air de. Puis c'est correct, là. Bon, il y a aussi... Ça fait vivre aussi des designers. Il y a des schèmes de société qui restent à travailler. Mais là, c'est mon anniversaire. J'avais cette conversation-là avec ma fille, justement, hier, qui me disait « Qu'est-ce que tu veux, maman, pour ton anniversaire? » Puis son anniversaire est 4 jours plus tard. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, toi, Bibi, pour ton anniversaire? Puis elle me dit, ça dépend de toi, ce que tu veux. Mais j'ai dit, moi, sincèrement, des petits mots, de l'amour, du temps, je veux que tu me donnes du temps. Ben, elle dit, là, franchement, là. Mais peut-être ça fait, vous allez dire, là, c'est cucu, son affaire. Mais sincèrement, aujourd'hui, je sais pas quoi enlever de mon garde-robe. J'ai regardé le linge que j'ai, là. Les 3/4, je l'ai pas porté. Je veux dire, c'est trop. Tu sais, je veux pas plus de linge. Mais est-ce que magasiner n'est pas une activité en famille? Ben, je sais pas. Hier, on est allé magasiner avec mon autre fille. Il était 5h moins quart. On arrive devant un magasin. Écoute, t'aurais dû voir l'accueil. Elle voulait essayer le maillot de bain. Ça a été comme, là, non. Il était 5h moins 20, là. La cabine d'essayage était fermée. On n'a pas pu essayer. Elle dit, vous pouvez l'acheter. Achetez-le, puis vous le rapporterez. Elle s'en foutait, la vendeuse. Elle voulait juste s'en aller. Elle était tannée de sa journée. C'est plus le fun de magasiner comme c'était. Tu parles de l'expérience du magasinage. On n'avait pas de fun, là. On n'a pas pu essayer le vêtement. On est ressorti, les mains vides. Remarque, ça a été une bonne chose parce qu'on n'a pas dépensé. Économie, un maillot de bain en moins. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, c'est tout il n'y a pas de plaisir. Mais c'est ce que les gens disent sans doute aussi. Mais beaucoup de gens témoignent, disent, on n'a plus de plaisir à aller dans les magasins. Le monde est bête ou ils ne conseillent pas. Fait que dans le fond, avec mon ordi, mon téléphone, personne ne m'achale. Et c'est pour ça que, tu sais, ici, un auditeur nous mentionne, oui, Temu et Shein, il y a beaucoup de choses qui sont très, très de bonne qualité, qui fonctionnent. Je magasine presque toujours sur ça. Puis j'ajoute que parfois, lorsque tu te déplaces, non seulement le service, bien entendu, n'est plus du tout ce que c'était, mais cette culture-là de consommation rapide, elle est partout. Ancrée. Je veux dire, elle est ancrée même dans certaines chaînes. Là, je vais en mentionner une. H&M, par exemple. Je m'en vais là. C'est des prix très abordables. Je veux dire, les T-shirts, ils durent pour vrai 2 mois.
2 mois. Mais H&M, c'est comme... Non, mais c'est le même principe. On dirait que c'est moins pire parce que c'est pas nécessairement la même plateforme parce rapide qu'ils ont un magasin. d'achat Oui, maintenant. parce qu'ils ont pignon sur rue, on peut penser. Je trouve que c'est partout. Puis il y a beaucoup d'hypocrisie, je trouve, dans tout ça. Là, énormément. Parce que c'est pas vrai que je m'en vais sur les lieux que je suis mieux. Là. Exactement. Mais c'est pour ça que Shein a essayé. En France, on l'a vu, là, c'est chez BHV là, qu'il y avait... Oui. Est-ce que c'est vrai que ça a vraiment été un fiasco? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un fiasco? Shein qui s'ouvre un magasin, puis là, on a vu les designers quitter. Il y a des clients qui ont fait comme moi jamais, même si on a vu des fils aussi de gens qui disaient à qui on posait la question. C'était la dernière fois qu'on s'était vu. Là. C'est ça. Il y avait même, on a fait entendre une vidéo où on demandait aux gens sur la rue, puis savez-vous que c'est fait par des enfants? Puis il y avait une dame, moi, écoute, j'en reviens toujours, qui avait dit, ben là, écoute, chacun sa vie, là, puis moi, c'est pas mes enfants, puis c'est comme, c'était épouvantable quand tu y penses. Mais je pense pas que ça a été l'échec qu'on a aimé présenter, parce que l'objectif de Shein est de se présenter comme une bannière respectable. Ouais. Donc, d'avoir pignon sur rue comme ça, à Paris, dans un centre bien connu. Bon, là, après ça, il y a d'autres commerces qui ont voulu boycotter. Je pense qu'il y a Disney, entre autres, qui a pris ses distances. Mais j'ai écouté un reportage récemment où on parlait que cet édifice-là était pour se faire transformer partiellement en hôtel de luxe. Donc, la personne sous-entendait qu'il y avait peut-être aussi un changement de vocation qui se faisait naturellement, on pourrait dire organiquement, mais qu'il y a des intérêts financiers derrière tout ça. Parce que Shein, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois, essaie de prétendre que tout le monde a le droit d'être à la mode. Et derrière cette idée-là, c'est acheter à bas prix des copies des vêtements des grandes marques. Et comme ça, on va pousser la chose au maximum du potentiel. Philippe, Olivier, on a un auditeur qui veut dire son petit mot sur dans cette conversation. Bonjour, Pierre. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que vous magasinez sur ces sites qu'on vient de nommer pour acheter ou vous êtes un petit peu plus conscient depuis les dernières années? Non, je magasine en ligne. Ça doit faire 4 ans que j'ai pas rentré dans un magasin, à part tout ce qui est, mettons, les animaleries pour la nourriture des animaux puis l'épicerie. Mais à part ça, je suis pas rentré dans un magasin depuis, ça doit faire au moins 4 ans que je suis pas rentré nulle part. Je commande tout en ligne, puis Temu, ces choses-là. Moi, je vais avec le prix principalement. Fait que c'est principalement ça. Mais en fait, je commentais aussi parce qu'il demandait si il y a des enfants qui ont été enlevés de l'école pour aller magasiner, puis ma mère elle faisait ça. Des fois, il y a des après-midi là, où j'avais de l'éducation physique là, ou des cours théâtre ou musique, là, des affaires inutiles. Là. Les affaires pas importantes, là. Ouais. Elle m'emmenait à disait, on va aller magasiner, elle était infirmière. Elle dit, j'ai congé dans cet après-midi-là. Fait qu'elle dit, c'est là qu'on va faire les magasinages, on va aller acheter des jeans. Puis elle dit que ça, la fin de semaine, on n'avait pas le temps. Elle était fatiguée de sa semaine, elle travaillait fort. Fait qu'elle m'a dit, la semaine, elle dit, j'ai un congé là, on va y aller là. Fait que vous, le théâtre, vous avez manqué beaucoup de cours? Non, théâtre, j'aimais ça. C'est surtout l'éducation physique. J'ai manqué éducation physique. Ah, bon. Merci, Pierre. Merci beaucoup de votre commentaire. On a d'autres commentaires. Ouais, Diane, on dénonce la surconsommation uniquement, on en parlait un peu plus tôt, lorsqu'on achète à rabais. C'est là qu'on dénonce, mais quand on paye le gros prix, c'est drôle, aucun problème, bizarrement. Et Janine de Québec ajoute, le fait que l'expérience de magasinage soit rendue désagréable, plus souvent qu'autrement, m'a permis d'économiser beaucoup d'argent. Exact. Tu dis, au moins, j'ai rien acheté. Ouais. Ou acheter peut-être à rabais sur Internet. Mais des fois, c'est pas toujours à rabais. On va revenir là-dessus, d'ailleurs. Les faux rabais, là, l'impression qu'on a de pas payer cher, mais finalement, ça reste cher pareil pour ce que tu as. On revient tout de suite après avec vos commentaires également. Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. On est en compagnie de Philippe Gendreau qui a écrit Mode jetable. Philippe enseigne aux jeunes de 4e secondaire, c'est ça? 4e et 5e. Et 4e et 5e secondaire depuis 30 ans. Vous êtes une référence. Vous avez créé un cours d'éducation aux médias justement pour essayer d'aiguiser le sens critique de vos élèves face à l'omniprésence et l'influence des médias et également des grandes marques. Ça fait partie de tout ça, là, d'avoir le sens critique, la publicité. Vous disiez tout à l'heure, d'entrée de jeu, vous avez dit, qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? Est-ce que c'est le désir de juste acheter toujours plus ou on veut qu'ils développent un sens critique? C'est pas mauvais d'acheter, c'est pas forcément mauvais de consommer, ça fait partie de l'économie, ça la fait rouler, mais toujours acheter plus pour nourrir son espèce de vide intérieur, c'est peut-être pas une bonne chose?
Ben certainement pas. Puis, écoutez, 31 ans à être enseignant, mais j'ai travaillé comme intervenant jeunesse avant. Ça fait 36 ans que je travaille auprès des adolescents. Puis, mon moteur a toujours été de développer des passions puis des intérêts chez les jeunes. Est-ce que le magasinage peut devenir un sport? Je pense que oui, vraiment, à trouver l'aubaine, puis on s'en fait un défi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui nourrit véritablement, sans dire qu'on doive nécessairement prendre seulement les vêtements qu'on a? On peut changer de poids. On change de taille à l'adolescence, tout à fait normal. Le problème, c'est les compagnies comme Shein et Temu qui vraiment accumulent des données, les vendent et mais est-ce qu'elles font pas toutes seules, les compagnies? Elles le font toutes, mais je rappelle que ce sont des compagnies chinoises. Pour que les compagnies chinoises, comme TikTok, on est vraiment saturé d'entreprises chinoises qui siphonnent des données. On le sait que ça peut avoir des impacts. Mais quand on demande aux gens, est-ce que ça vous dérange là, de donner toutes les informations, puis qu'ils aient vos données, les gens vont dire, encore dernièrement, genre, écoute, j'ai rien à cacher, ça me dérange pas. Oui. J'écoutais des gens qui disaient ça. Ou c'est sûr qu'ils vont avoir nos données de toute façon. Ils les ont pareil. Sur une autre plateforme. Exact. Fait que là, c'est comme ça. Bouf, écoute, garde. C'est rendu ça. Donc, mais qu'on ne traduit pas en lutte après ça légale, parce que on a des luttes contre le travail des enfants. Ouais. On a des luttes contre la publicité faite aux jeunes. Et nos données, on n'a jamais été consulté pour que nos données soient semées au cas de vent comme ça. Surtout pas à des entreprises qui viennent d'un pays qui ne respecte pas les droits humains. Ouais. On parle vraiment de gens qui sont placés dans des conditions minables. On ne peut pas commander sur Shein en se disant, je vais sauver mon transport puis le stationnement au centre commercial sans au minimum garder à l'esprit qu'il y a des gens qui sont exploités. J'ai déjà vu des vidéos où on serait incapable d'imaginer nos propres enfants passer 1 heure en camp de formation dans une usine de Shein. Comment ça se fait qu'on encourage? Parce qu'on ne voit pas. Puis la question du réchauffement climatique est vraiment partout en Europe. On ne peut pas dire d'un côté qu'on peut acheter où on veut parce qu'on va économiser, puis contribuer à des entreprises qui sont écocidaires. Il y a des gens qui disent, de toute façon, tous les vêtements maintenant, c'est tout fait en Asie. Mm-hmm. Donc, une marque, l'autre, sont toutes pareilles, ça vaut Shein, ça vaut Temu. Alors pourquoi se priver? Il y a la question du coût. On disait, est-ce que c'est vraiment des vrais rabais ou, dans le fond, on achète du cheap? Fait que ça vaut même... acheter du cheap, là, c'est toujours trop cher, à mon avis, là, pour acheter du cheap. Mais bon... fait qu'il y a toutes ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie de la mode est forcément tout le temps délocalisée, que de toute façon, avoir une usine de vêtements au Québec, là, il y en a-tu? Il en reste parce qu'avec mes étudiants, on fait un projet Kino, des courts-métrages, puis moi, j'avais fixé comme condition que s'ils voulaient des chandails, il fallait que ce soit des chandails éco-responsables. Ouais. Puis il y a des entreprises qui offrent ici à Montréal des chandails produits ou assemblés au Canada, parce qu'il faut faire la différence entre les deux. Évidemment, les prix vont être plus élevés si on achète un produit qui a été fait au Canada, mais qu'est-ce qu'on veut? Ça offre du travail ici, ça offre du travail aux jeunes. Mon fils est dans le domaine des médias. Il regarde le domaine des médias, du cinéma, puis on est en train de vivre le choc qui a été raconté abondamment ces derniers temps, le choc des sacrifices qui ont été faits sur nos médias. Il se passe la même chose avec nos boutiques ici, parce que les gens se tournent vers le commerce en ligne, mais est-ce que les gens ont vraiment le goût de la dystopie dans laquelle on pourrait être plongé s'il n'y a plus de rapport humain quand on achète quelque chose? Puis sans aller dans la totale science-fiction, est-ce qu'on attend juste des androïdes qui nous servent le plus rapidement possible? Oui, les gens vont dire oui. Mais ça prend aussi un peu de contact humain véritable. Tu vis, Francis, Olivier? Oui, le monde sont même pas prêts à acheter des autos chinoises. Ils sont même prêts. Ils sont même prêts, pardon, désolé, ils sont même prêts à acheter des autos chinoises. Je suis découragé. Ben oui, il dit ça parce que dans le fond, dans une voiture, tu as de l'information beaucoup sur le conducteur aussi. Là. Encore une fois, c'est ce qui va permettre d'avoir ces prix-là pour les véhicules chinois. Mais vos jeunes, est-ce qu'ils sont conscientisés par ça? Si leurs parents ne le sont pas tout à fait, est-ce qu'eux le sont plus? Vous avez été mère, vous avez eu 2 adolescentes. Ouais. Les adolescents, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, ils peuvent être touchés de façon très intime, puis de l'autre, faire comme si, dans le fond, c'était inévitable.
Si j'ai choisi ce travail-là, moi, c'est que je crois que les jeunes ont toujours contribué à revendiquer que le monde change. Puis c'est avec des défis comme ceux-là, quand ils les comprennent, qu'on arrive à les changer. Le problème, c'est que parfois, la redondance avec laquelle on revient sur les mêmes enjeux avec les jeunes les amène à s'en détacher parce que ça devient... plus. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, c'est l'approche qui compte tout le temps. Comment on va approcher les adolescents pour les faire réfléchir sur leur consommation? C'est pas en parlant de gaspillage ou de surconsommation, alors? Oui, puis si en même temps, c'est les valeurs qui sont transmises. Des compagnies comme Garage de M. Lutfi, milliardaire québécois dont on fait l'éloge un peu partout sur toutes les tribunes, ben pour moi, ça rappelle un peu... Et qui dicte vraiment comment les adolescents doivent s'habiller. Ben oui, parce que là, on parle vraiment de comportements hyper sexualisés, comme on dénonçait en 1993. Léa Clermont-Dion le dénonçait à cette époque-là. Puis on revient parce que les compagnies veulent vendre de la même façon. Mais pour moi, M. Lutfi, j'imagine qu'un jour, on questionnera son influence sur notre société. Parce que si d'un côté, on le félicite d'être le multimilliardaire qu'il est ou multimillionnaire qu'il est, c'est à un coup sur la façon dont les jeunes se perçoivent, l'hypersexualisation. Ouais. Je rappelle qu'on a déjà voué un culte à Micheline Charest et Michael Weinsberg. Puis aujourd'hui, on traduit l'histoire autrement parce que ces gros success stories-là se font toujours à un coût humain et les travailleurs qui sont perçus comme des personnes interchangeables ici dans leur commerce ou encore à l'étranger parce qu'on ne se soucie pas de ceux qui travaillent en Asie. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est quand on a un vêtement dans la main, on pense pas à tout ce que vous dites. On regarde juste l'étiquette. On trouve que c'est beau ou c'est pas beau. Puis on se dit, je mettrais-tu combien je le payerais, dans le fond. Là. Puis l'élasticité au prix, là, ça dépend de chacun. Là. Je me souviens des premières fois où j'ai vérifié la provenance des vêtements quand il y avait eu les scandales avec Gap. Ouais. Puis d'être déçu de dire... Encore. Donc, ça fait très longtemps. Ouais. Aujourd'hui, il m'arrive encore de faire des achats sans avoir fait cette considération-là. Puis de regretter après, de dire... J'ai encore oublié d'y penser, mais c'est de ralentir dans nos achats. Exact. Qu'est-ce qui nous amène à consommer autant? Autant de polyester. Oui. C'est ça. Pourquoi autant de polyester? Il me semble vous avoir entendu qu'on ne fait pas le barbecue avec un vêtement de polyester. Mais vous avez raison, Philippe, par rapport à la même cassette qu'on met aux jeunes qui sont à bout, là. Je veux dire, on dit que ça rentre plus puis qu'ils goûtent plus. Par contre, quand la mode des friperies est arrivée, vous voyez, là, c'était rendu tendance de réutiliser les mêmes vêtements et d'être beau et belle avec ces mêmes vêtements-là. Donc, moi, je l'ai vu, la transition, là. Exact. C'est le pouvoir d'achat qui venait de gonfler d'un seul coup. Voilà. Le slogan de Temu, Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. C'est ça leur slogan? Oui, Shop like a billionaire dans les friperies aussi. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait tous ces vêtements-là? Ah, exactement. Voilà. Hey, Philippe Gendreau, merci beaucoup. C'est toujours vraiment, c'est une réflexion importante à avoir. Je rappelle, mode jetable, est-tu pas assez mignon? Vous voulez l'acheter. C'est sûr. Puis ça fait du bien. Rose bonbon, là. Oui. Ou offrir aux jeunes pour réfléchir. Voilà, ça, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, après la pause, Charles Page est avec nous. C'est un alpiniste québécois qui est le premier Québécois à avoir gravi l'Annapurna. C'est une dangereuse et redoutable montagne des Himalayas au Népal. Il est avec nous. Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. 102 jours d'expédition pour atteindre le sommet de cette montagne qui, pour la plupart des alpinistes professionnels, est une terrible montagne redoutable parce qu'on sait qu'un alpiniste sur 4 qui s'attaque à l'Annapurna n'en revient pas vivant. Ça n'a pas arrêté Charles Page, qui est un aventurier québécois, grand alpiniste. Il est d'ailleurs le premier Québécois à avoir gravi l'Annapurna. Puis il m'expliquait pendant la pause, la première personne née au Canada, en fait. C'est même plus que hors du Québec, là. Parce que, puis on doit dire la première personne née au Canada parce qu'il y a une autre personne, mais c'est une Suisse, mais elle a un passeport canadien, donc on peut pas dire, mais sinon, écoute, tout ça pour dire que t'es quand même une rare bibite, Charles. Merci d'être là. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une semaine, jour pour jour, t'étais en haut. Oui, en fait, là, j'arrive d'une expédition de 102 jours. J'ai gravi 2 montagnes. Ouais. J'ai gravi l'Annapurna, que j'ai atteint le sommet le 18 avril. Ouais.
Puis, suivant ça, je suis allé au Kanchenjunga, qui est la 3e plus haute au monde. C'est celle qui me manquait pour compléter le top 5. Et puis, j'ai atteint le sommet le 23 mai. Donc, ça prend 2 jours à descendre. Donc, il y a une semaine, j'étais sur le Kanchenjunga, la 3e plus haute. Puis, en ce moment... Fait que là, t'en as combien? T'en as 5? J'ai 7-8 000 de gravi à ce jour sur les 14. Et puis, c'est ça, je viens tout juste de devenir la première personne née au Canada à gravir le top 5 des plus hautes montagnes au monde. Donc, c'est difficile à réaliser. Puis, ceux qui connaissent mon parcours, d'où je suis parti... Raconte-le pour ceux qui auraient manqué ce bout-là. Ben, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été... amoureux de la randonnée, de la nature, et ainsi de suite. Mais tu sais, l'alpinisme est arrivé dans ma vie un peu par hasard. Sur le tard, d'ailleurs. Suivant le chemin de Compostelle. Puis, je suis l'exemple qu'on peut avoir des rêves qui nous viennent tard dans notre vie. Toi, t'as 38 ans en ce moment. Ouais. T'as commencé à quel âge, vraiment? Là? À 34 ans que j'ai commencé, donc sur le tard. Puis, c'est ça, on peut avoir des grands rêves qui arrivent tard dans nos vies, puis aller au bout de ces rêves-là, puis... Toi, il y a 4 ans, tu t'es dit, moi, je vais atteindre les plus hauts sommets. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé quand même. Ça s'est passé? Ça s'est passé toujours un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. C'est ça. Jusqu'à m'emmener l'an dernier au K2, qui avait été la montagne la plus terrifiante sur laquelle j'ai mis les pieds, encore à ce jour. Encore aujourd'hui, le K2, ça a été pire que l'Annapurna pour toi? Le K2, c'est là où j'ai eu le plus peur de mourir. L'Annapurna, bien que ce soit statistiquement la plus dangereuse, ma peur a été surtout au niveau des appréhensions que j'ai eues avant d'y aller. Par contre... De l'Annapurna, là? Ouais. Par contre, j'étais fort... À cause des statistiques, quand même. Là, un alpiniste sur 4 là, qui revient c'est ça, pas. C'est comme... On peut pas se mettre la tête dans le sable et dire ça arrive juste aux autres. Là, mais j'étais fort de l'expérience que j'avais vécue au K2. Et puis... Mais t'as eu plus peur au K2? Au K2, physiquement, sur la montagne, j'ai eu plus peur parce que ça a été terrifiant l'an dernier avec les chutes de roches et tout. Ça a été vraiment... tu sais, j'ai vécu un drame là-bas aussi. Là. Il y a une Chinoise qui est décédée derrière moi qui avait reçu une roche. Cette année, heureusement, à l'Annapurna, tout a bien été, on a eu des conditions parfaites. Je remercie le ciel de m'avoir permis de revenir de cette montagne-là vivant. Puis, comme j'ai dit... avais-tu la même équipe de Sherpas? Est-ce que tu traînes? C'est pas une équipe de Sherpas, c'est un Sherpa. Je travaille avec mon Sherpa Rinji, qui est probablement la personne la plus importante dans ma vie après ma famille. Puis... j'ai eu la chance de graver mon 6e 8000 mètres avec Rinji. Oui, on le voit sur tes réseaux sociaux, il a l'air... Écoute, on a partagé ce moment-là, puis Rinji avait jamais osé... Tu sais, lui, il fait ça depuis qu'il a 17 ans, il a 53 ans. Il avait jamais osé aller sur l'Annapurna, puis quand je lui ai proposé, il a accepté parce qu'on y allait ensemble. Avec toi. Donc, il a vécu une première, lui aussi, tu sais, c'était... Parle-nous un peu du rapport. Coupe Stanley, lui aussi. Parle-nous du rapport entre, justement, l'alpiniste, comme tu es, et le Sherpa. C'est un lien. Ben là, c'est un lien à vie à mort, d'amitié incroyable. Tu sais, on a créé un lien. On partage l'attente, on partage nos doutes, on partage les beaux moments, les moments plus sombres. C'est vraiment... on marche dans les pas un de l'autre sur la montagne. Donc, c'est vraiment... quelqu'un de très précieux, de très cher dans ma vie. Puis un de mes grands rêves, c'est d'un jour le faire venir ici au Québec. Là, évidemment, c'est atteindre le sommet de l'Annapurna, c'est quelque chose parce que c'est une montagne redoutable. Techniquement, il paraît que c'est un point de vue technique qui fait que cette montagne-là est difficile. En fait, c'est qu'il y a une zone sur la montagne où on est exposé à un gros sérac qui est devant un entonnoir, puis le sérac, c'est un gros bloc de glace qui peut céder des morceaux de glace, puis ça, ces morceaux de glace-là provoquent une avalanche, et puis il y a une zone où on traverse, puis qu'on est exposé pendant 7 heures environ. Donc, c'est cette zone-là où on a l'impression que chaque pas est un pari, puis où j'ai eu l'impression de jouer à la roulette russe carrément. Puis j'ai dû traverser cette zone-là
lors de la rotation pour s'acclimater à l'altitude, habituer son corps au manque d'oxygène. Donc, on fait des rotations toujours un peu plus haut. C'est comme une paroi. C'est une paroi rendue là, c'est comme... C'est une paroi sur laquelle on est exposé. Puis, j'ai traversé cette zone-là aller-retour lors de la rotation, puis aller-retour lors de la tentative de sommet. Donc, 4 fois la zone. Je me considère très chanceux, très privilégié. Puis c'est toujours comme ça qu'il faut faire? Vous y allez, vous ressortez, vous descendez un peu, vous remontez. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène là? Je pense que c'est un momentum, tu sais, c'est l'expérience. J'aurais jamais pensé aller sur l'Annapurna il y a à peine un an. Tu sais, il y a un an, tu m'avais demandé... je t'avais posé la question. Qu'est-ce que tu C'était pas dans les plans. Puis, je pense que c'est l'équilibre entre le courage puis la capacité de renoncer. Tu sais, je m'étais prouvé sur plusieurs montagnes en faisant demi-tour que j'étais capable de virer de bord en bon québécois. Donc, ça, c'est important. Ouais. Et puis, c'est ça, écouter son instinct, c'est ça. Puis, j'étais prête à y aller, mais avec les appréhensions qui viennent avec. Puis, c'est sûr, tu sais, j'ai discuté de ça avec ma famille parce que je suis conscient de ce que ça fait vivre, là, tu sais. Comment ils prennent ça? Ben là, cette fois-là, ma mère, elle l'a pris moins bien un petit peu. Elle était très, très, très anxieuse. Normalement, elle vit bien mes expéditions, mais là... Elle était vraiment anxieuse pour celle-là. Donc, ça m'amène à me poser des questions sur la suite. Là, si après avoir accompli tout ça, avoir établi certains records qui vont rester à jamais, parce que quand t'es le premier, c'est pour la vie, mais ça m'amène à me questionner sur la suite, si vraiment je vais poursuivre, mais je vais prendre le temps d'y réfléchir avant de me prononcer là-dessus, parce que j'ignore l'avenir, puis j'ai d'autres rêves aussi. Tu sais, j'ai tout le temps dit, je me considère comme un aventurier avant de me considérer comme un alpiniste. Oui, tu as fait le K2, l'Annapurna. Nomme donc les 3 autres. Là. La première que j'ai faite, c'est le Manaslu en 2023. Ouais. Ensuite, j'ai fait un exploit de niveau international en gravissant l'Everest et le Lhotse, la 4e plus haute, en moins de 24 heures. Oui, donc tu as fait l'Everest. Ouais, tu es déjà allé en haut de l'Everest. En 2024. Check, ça c'est déjà fait. De toute façon, donc, maintenant, il y a la queue, c'est moins intéressant. Donc ça, il y a 2 ans, j'ai gravi la première, la 4e, puis en 2025, j'ai gravi la 5e qui s'appelle Makalu et la 2e qui s'appelle K2. Et puis là, suivant ça, est né mon projet de graver la 3e pour compléter le top 5 qui s'appelle Kachenjunga. Donc cette année, je suis allé sur l'Annapurna en premier, puis au Kachenjunga par la suite. Donc là, ça m'en fait 7 au total. Sur les 14? Il y en a une que j'avais essayé l'an dernier, en 2025, qui s'appelle Broad Peak, qui est la 12e, que j'ai fait demi-tour, puis finalement, je suis revenu sans sommet de Broad Peak, puis je suis très heureux. Puis c'est pas grave, parce que c'est une expérience. Non, mais c'est... Donc, t'es pas sûr qu'il y aurait une autre montagne? Au fond de moi, j'y rêve, tu sais, j'ai des rêves à accomplir en montagne, c'est sûr. La montagne va toujours faire partie de ma vie, mais la vie, c'est une question de priorité, tu sais. En ce moment... J'ai le goût de passer du temps au Québec, j'ai le goût de m'investir dans ma communauté, j'ai le goût de contribuer à l'essor du Québec. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille. Tu sais, il y a plusieurs sacrifices qui viennent à faire, Charles, qui viennent avec ce que j'ai fait. Là, on te souhaite tout ça, vraiment. On est impressionnés. Regarde-nous, là, on est vraiment, t'es fabuleux. Merci d'avoir planté le drapeau du Québec en haut de l'Annapurna. Vraiment, quel exploit. Merci beaucoup. Charles Page, les amis. À demain, tout le monde.